Voilà, de retour pour la deuxième partie, toujours avec Franck Hatem, toujours dans... Bah alors là, d'habitude, je dis qu'on voyage sur l'Everest, mais là, on est parti sur Mars, on est en route vers Pluton, là. Il y en a, ils suivent plus, hein, d'ailleurs. Alors là, d'habitude, bon, quand c'est l'Everest, ça va, ils arrivent, mais alors là, en route vers Pluton, on a laissé la moitié du contingent sur Terre. Et peu de gens. Alors, il faudra peut-être... On leur lance un appel, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. En fait, j'ai l'impression, certains, je lis un peu les réactions, en fait, certains n'arrivent pas à comprendre la définition même du mot conscience. Donc, la notion, puisque vous avez été explicite sur le fait que la conscience, en fait, portait les limites dans notre, on va dire justement, puisque l'infini était irréalisable, et que la conscience, en fait, était, en posant cette limite, devenait réalisable, en fait. Sinon, on n'existerait pas. C'est un peu, il n'y aurait pas la conscience. Sinon, la conscience ne peut être que... La conscience, c'est les limites elles-mêmes. C'est la limite elle-même, voilà. Il n'y a pas de conscience sans univers, il n'y a pas d'univers sans conscience. Hein. Ça, c'est facile à comprendre. Parce qu'ils ont dû... Voilà, certains n'ont pas compris comment on pourrait synthétiser un peu de tout ce qui a été dit dans cette première partie, justement, de ce point de vue de ce que la conscience, on va dire que justement, comme vous nous l'expliquez, c'est-à-dire que la conscience, elle est forcément, elle pose sa limite parce que, par définition, l'infini, sinon, ne pourrait pas exister. Enfin, sinon, on n'existerait pas nous-mêmes, quoi. Je pense quand même que quand on dit le mot conscience, on sait de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas du tout de conscience morale, il ne s'agit pas du tout de choses comme ça, ni de personnalité, ni tout ça. C'est le fait simplement d'avoir conscience. Ça doit être le fameux possible de Descartes, de comprendre. Quoi. Voilà. Ah oui, je suis, je pense, il y a quelque chose qui pense, il y a quelque chose qui perçoit les choses, quelque chose qui souffre. Je ne peux pas douter que je existe. Oui, et puis c'est justement ce processus qui a des sensations, qui a des ressentis, qui a des états de conscience. C'est ça la conscience. C'est l'essence de notre être. Et il ne s'agit pas de prendre le mot conscience dans un sens plus terre-à-terre, en disant, mais c'est le fait d'avoir conscience. J'ai conscience d'un univers, je sais ce que ça veut dire. J'ai conscience d'un univers, point. Donc c'est le processus même de conscience dont on parle. Même si, dans la conscience, alors, puisque ça fait... Là, je suis obligé de faire appel à mon imagination, dans ma conscience. Et dans cette imagination, je ne peux pas y représenter l'infini, en fait. L'infini, c'est... Non, on ne peut pas. C'est irreprésentable, l'infini. Bah oui. Parce que même quand je pense à l'univers, je suis obligé de me le faire fini. Je ne peux pas me le faire infini. Rien qu'en y pensant, je lui pose déjà des limites. Oui. Tous les univers sont parfaitement définis. Mon univers est parfaitement défini, ton univers est parfaitement défini, ainsi de suite. Il n'y a pas d'univers flou ou intermédiaire. Tous les univers sont bien spécifiques. Et la conscience connaît, vit chacun de ces univers en même temps. La conscience. La conscience. Parce que, évidemment, on a toujours l'impression qu'il y en a une personnelle. Mais il y a pas la conscience n'est pas personnelle. La personne est un objet de conscience. J'ai conscience de ma personnalité, j'ai conscience de mon corps, j'ai conscience de mes pensées, j'ai conscience de mes sentiments, j'ai conscience de tout ça. Donc j'ai conscience de ma personnalité. C'est pas la même chose, la conscience et la personnalité. Évidemment, on a toujours tendance à mélanger les deux, à confondre les deux. C'est pas facile du tout. C'est la différence qu'on fait entre le moi et le soi, en réalité. Et la distinction entre le moi et le soi, c'est fondamental. Il n'y a pas de connaissance possible, il n'y a pas l'évolution spirituelle commence quand on est capable de distinguer moi et soi. Qu'est-ce que ça veut dire, distinguer moi et soi? Eh bien, moi, c'est ce à quoi soi s'identifie. Soit le je suis, le fait de dire je suis, s'identifie à Franck, avec tout son passé qu'il imagine, ses mémoires, toutes ses personnalités, toutes ces limites qu'il se donne maintenant, et donc l'univers qui va avec. Cela, c'est le je suis ou le soi qui se donne cet ego et qui a conscience de cet ego. Ce sont deux choses parfaitement distinctes.
Et c'est très important d'arriver à les distinguer. Mais on n'arrive pas du jour au lendemain. C'est quelque chose d'extrêmement délicat. Dans l'Antiquité, dans les écoles de philosophie anciennes, les aspirants étaient triés sur le volet pour être sûrs qu'ils allaient pouvoir faire ce travail. Et il leur fallait des années de méditation pour arriver à distinguer les deux. On disait à ce moment-là, ce sont des initiés. Parce qu'ils arrivaient à s'identifier au je suis, à la conscience, et pas à leur personnalité. Moins à leur personnalité. On s'identifie toujours à sa personnalité, mais ils savaient distinguer les deux. Ils savaient être observateurs de leur personnalité. C'est ça le plus important. Quand on est observateur de sa personnalité, on est observateur en même temps de l'univers qui va avec, et on ne les sépare pas. Et toute l'évolution spirituelle part de ça. Mais bon, on n'est pas obligé de brûler les étapes. Tout le monde ne veut pas ou n'a pas. C'est pas forcément le moment pour tout le monde de penser de cette façon-là. Est-ce que certaines civilisations, alors je vais reprendre encore mes Amérindiens, mais qui avaient une conscience du tout aussi, qui ressemble beaucoup en fait à la définition, en tout cas que vous en avez donnée, est-ce qu'on peut dire que justement ils étaient plus proches de cette définition que finalement notre civilisation, on va dire européenne, occidentale, qui est, alors là pour le coup, en tout cas depuis 200 ans, complètement axée sur la matière, et que Absolument. la matière. Oui. Mais c'est très important de faire cette expérience d'attachement complet à la matière. C'est une expérience spécifique que vit notre civilisation, et aucune autre civilisation n'a pu le vivre à ce point-là. Oui. Donc ça fait partie de l'évolution de l'humanité. Il faut aller au bout de cette conscience matérielle, avec toutes les conséquences dramatiques que ça a. Ouais. L'exploitation de la planète, l'exploitation des animaux, tout ce qui fait que, tout ce qui montre à quel point on ne croit qu'à la matière. Mais il n'empêche que c'est une étape qui passera. Et les Amérindiens dont vous parlez, ce sont des civilisations parmi les plus anciennes de la Terre. C'est-à-dire que il y a des civilisations amérindiennes qui sont les mêmes, strictement les mêmes, avec les mêmes lois, les mêmes modes de fonctionnement depuis 125 000 ans. C'est les seuls. Toutes les autres civilisations de la Terre sont beaucoup plus jeunes que ça. Il y a des civilisations sur... même les civilisations hindoues qui ont écrit les Védas, etc., sont beaucoup plus jeunes que ça. Ça n'a rien à voir. Et donc, c'est vrai que ces civilisations, elles ont atteint un niveau de stabilité qui est dû justement à cette longue expérience de la vie et cette longue relation à la planète qui font qu'ils sont extrêmement respectueux de la planète, extrêmement respectueux de la nature, des mondes, des règnes de la nature, des animaux, etc. Est-ce qu'on peut expliquer, là aussi, pour rester dans le sujet, mais comprendre un peu plus loin, par exemple, est-ce que, justement, toujours dans ce même exemple, l'Européen qui arrive dans ce monde où l'état de conscience, justement, de ces Amérindiens est complètement différent, finalement, de son état de conscience, est-ce que c'est pas pour ça qu'il y a incompréhension et clash, j'ai envie de dire, entre les deux, parce qu'ils sont dans des états, limite dans des univers différents, finalement. Ouais. Oui, en réalité, c'est un clash à sens unique, parce que eux n'ont rien contre nous, mais nous faisons tout pour les faire disparaître. Même si c'est involontaire, inconscient, mais nous faisons tout pour les faire disparaître. Parce qu'ils nous remettent en cause. Et pour la plupart des gens, c'est totalement involontaire. Ils n'ont pas l'impression, ils ne se rendent pas compte. Évidemment, on est tous complices de ça, par la consommation, par la vie qu'on mène, etc., par notre mode de fonctionnement. On est tous complices de ça. Mais on n'en est pas complice volontaire, quoi. C'est pas prémédité. Alors que pour certains, ça l'est. Il y a un certain nombre de groupes sur la planète pour qui l'objectif, c'est leur disparition. Et méthodiquement, ils font en sorte qu'ils disparaissent, comme ils font méthodiquement en sorte que les forêts disparaissent, que les forêts primitives disparaissent, ainsi de suite. Parce que on sent que justement dans cet état de différence, il y en a un qui se sent supérieur à l'autre. Nous, par exemple, on pense que notre civilisation, justement, avec son infini, justement, basé sur la matière, on la sent supérieure à celui qui a l'infini sur l'esprit, parce qu'on dit c'est nous qu'avons... Nous, on maîtrise cette matière, mais à cause de notre esprit. Enfin, C'est
de toute façon, c'est toujours le cas à un certain niveau. Tout état de conscience a toujours des spécificités par rapport auxquelles elle est supérieure à d'autres. En tant que, sur le plan technologique, on est supérieur à tout ce qui s'est fait avant sur la Terre. Mais globalement, au sens de l'évolution dans son ensemble, les Amérindiens sont très en avance sur nous. Leur technologie est spirituelle, bien longtemps qu'elle n'est pas matérielle. Elle est plus matérielle, elle ne sera pas matérielle. Ils n'ont aucune envie de développer ça. Alors que nous, on a cette supériorité. Alors comme on a cette supériorité dans un domaine bien précis, on va croire on va s'identifier à ça et croire qu'il n'y a que ça d'important et vouloir l'imposer aux autres. Et l'économie, etc., les finances, tout ce qu'on veut imposer au reste du monde, parce que c'est notre force, on s'imagine que c'est ça qui doit dominer. Mais ce n'est qu'un aspect. Alors que dans tous les règnes, dans toutes les espèces, il y a une spécificité où on est supérieur. Un guépard court plus vite qu'une gazelle. Bon, c'est comme ça. Évidemment, il va gagner sur la gazelle parce qu'il court plus vite. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est globalement supérieur à la gazelle. Il est supérieur dans un domaine. Nous, au niveau du matérialisme, on peut dire qu'on est les champions. On n'a certainement jamais fait pire. Bon, il y a eu d'autres époques où on était très matérialistes. Hein. Les Romains, certainement, ils étaient assez matérialistes aussi. Mais on va quand même au bout de quelque chose, là. Au bout de quelque chose. Avec tous les risques que ça comporte pour la destruction de la planète et tout ça. Ça, c'est clair. On fait nos expériences. Tant qu'on n'a pas une connaissance de soi suffisante, on va aller au bout de ces expériences. Le jour où on a compris, on n'y va plus. On sait que ce n'est pas là que se trouve la solution. On renonce à ce genre d'expérience. Il y a des tas de choses auxquelles on doit renoncer. En général, on va au bout du pouvoir dont on dispose. On a un pouvoir, on va aller au bout de ce pouvoir. On va tout faire avec. Ça, ce n'est pas la sagesse. Ça, c'est toujours l'ego qui est attaché à ce pouvoir. La sagesse, elle consiste, j'ai un pouvoir, je ne l'utilise pas. Je n'ai aucune raison de l'utiliser parce que je sais que la vérité est ailleurs. L'ego, il peut avoir des tas de pouvoirs sur la matière, sur les autres, il peut tout manipuler, il peut tout faire. Il suffit qu'il s'en donne la technologie. Mais ce n'est pas pour ça qu'il doit le faire. Il peut comprendre à l'avance que ce n'est pas le chemin. Et il ne le comprendra que lorsqu'il sera capable, encore une fois, de distinguer moi et soi. Et de relativiser son ego en disant « mon ego n'est qu'un outil, c'est pas mon ego qui commande. Tant que je ne me crois l'ego, c'est l'ego qui commande. C'est le mental qui commande, c'est ma personne qui doit s'imposer aux autres. Mon intérêt qui doit s'imposer à l'intérêt des autres. Je suis en concurrence avec les autres. » Parce que ça, c'est le sens de civilisation tout entière. Exactement. Hein, qui résonne comme ça. Mais du jour où, c'est à ça que sert l'initiation, du jour où j'ai compris que je ne suis pas cet ego, que cet ego n'est qu'un outil au service de l'infini, au service du tout, donc au service des autres, de tous les autres sans exception, eh ben, j'utilise cet ego pour l'évolution du tout, pour l'épanouissement du tout, pour la réalisation de tous les êtres et pour le bonheur de tous les êtres, et pas simplement pour le pouvoir et pour le plaisir de cet ego. Et ça change tout. Donc la métaphysique, c'est ça l'enjeu. Comprendre, travailler la métaphysique, méditer la métaphysique et comprendre ce que c'est que soi, ce que c'est que la relation à l'univers, ce que c'est que l'univers, ce que c'est que la matière et tout ça, ça change tout. Il n'y aura pas d'amélioration du sort de l'humanité ou d'amélioration de la qualité spirituelle de l'humanité tant que l'attachement à l'ego sera prioritaire. Il faut comprendre ce que c'est que soi. Il faut relativiser l'ego. Et pour ça, il faut plus avoir peur, il faut accepter de regarder les choses en face. Il faut s'habituer. On a peur de l'infini, on a peur de la spiritualité, on a peur de choses comme ça, parce qu'on ne connaît que l'ego. Et la métaphysique, ça sert à se familiariser avec l'absolu. Donc si on se familiarise avec l'absolu, on n'en a plus peur. Donc on ne va plus se crisper sur cet ego en se disant surtout que rien ne bouge. Surtout que mon intérêt soit prioritaire et que je prenne ce que je peux prendre, et puis ce que l'autre va prendre, c'est moi qui l'ai en moins, etc. Ça, la concurrence des égos. Mais cette peur, elle vient quoi? De la peur de modifier son état de conscience, justement? C'est de modifier sa conscience au monde? C'est quoi, là? C'est quoi justement, qui explique cette peur? Puisque finalement, ce n'est que son propre univers qui va évoluer, donc Cette peur est automatique à un certain niveau de l'évolution. Il y a un moment où je ne peux pas faire autrement parce que, en tant qu'être humain,
je prends conscience de moi en tant que personne, chose qui n'était pas le cas dans les règnes précédents, ou très peu. C'est en tant qu'être humain que j'ai conscience de moi en tant que personne. Et c'est une expérience nouvelle, donc je vis ça à fond. Mais le côté absolu, infini, invisible, je ne le connais pas du tout. Et comme ça fait partie de cet infini que je rejette, ou que spontanément il est rejeté involontairement, mais ma conscience me délimite à quelque chose, à une personne. Donc pendant un certain temps, j'ignore là où je vais, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas pourquoi je suis là, ma vie n'a pas de sens, donc elle n'a d'autre sens que la vie personnelle, la vie égotique. Donc tant que je n'ai pas connaissance du but qui crée l'énergie, du but qui me tire en avant et du fait que je suis l'évolution elle-même et non pas une étape de l'évolution. Franck est une étape de l'évolution, mais je ne suis pas Franck, je suis l'évolution elle-même qui passe par Franck, qui passe par Patrick, qui passe par tout le reste, qui est passé par plein de choses, et qui passera par d'autres choses. Et c'est cela que je dois privilégier et pour cela que je dois vivre, agir, travailler. Et donc au profit de l'infini, au profit du tout, et pas au profit de mes limites. C'est là qu'est l'enjeu, c'est ça le plus important. Mais tant que j'ignore absolument quel est le but, d'où je viens, où je vais, pourquoi j'ai pas compris l'infini, quoi, que j'ai pas compris l'absolu, que j'ai pas compris là où je vais, eh ben c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. Il n'y a pas à culpabiliser de ça. Il y a seulement un moment où quand on est mis en présence de la compréhension, on doit dire, ok, ça va de soi. C'est comme ça, j'y vais. C'est une certitude. Il y a des certitudes, il faut les accepter, les prendre, les méditer, jusqu'au moment où on se dit, il n'y a pas de problème. Comment ai-je pu ne pas savoir ça avant? Comment ai-je pu ne pas me comporter autrement? Et un jour, il y a un basculement comme ça. Il y en a qui disent qu'ils ont rencontré Dieu, il y en a qui disent que c'est Jésus qui les a inspirés. Ça n'a pas d'importance, on appelle ça comme on veut, mais c'est la même chose. Du jour au lendemain, leur vie bascule. Krishnamurti disait, c'est aussi simple que de faire ça. Un jour, je suis l'ego, le lendemain, j'ai compris, j'ai l'illumination, je ne suis pas l'ego. Et à ce moment-là, ma relation au monde change. Et donc, plus il y aura de gens qui le feront, et plus il y aura de gens dans les sphères dirigeantes, en quelque sorte, au niveau de l'économie, au niveau de la politique, au niveau de tout ça, qui prendront conscience de ça, plus on aura de chances que l'humanité, dans cette dimension, qui est la troisième dimension, vive un paradis, ou pas. Ou pas. Si ça ne se fait pas, elle s'autodétruit. C'est ce qu'elle est en train de faire d'ailleurs. Elle s'autodétruit, elle détruit son milieu de vie, etc. Et ça continuera comme ça aussi longtemps que la prise de conscience ne se fera pas suffisamment. Il y aura un moment où la prise de conscience sera suffisante pour un nombre suffisamment de gens pour qu'ils disent stop, ça va, on sait où on va, maintenant on se comporte autrement. On ne vit plus dans la concurrence, on ne vit plus avec cette mondialisation financière, etc. On est un peu dans la prise de conscience en ce moment d'ailleurs, non? On est à la fois. Mais il y en aura toujours de plus en plus, heureusement. On est à la fois dans les deux. Alors, je commence à prendre quelques questions parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, on me dit par exemple, si l'homme est constitué d'atomes et que l'atome n'est qu'une onde, pourquoi l'homme n'est-il pas une onde lui-même? Mais qui a dit que l'homme n'était pas une onde? Je sais pas. Non, évidemment, nous sommes une onde. On est de l'énergie, nous, on peut se Mais encore faut-il savoir ce que c'est qu'une onde. Ouais. Chose que les physiciens ignorent totalement. Pour un physicien, les particules, on ne sait pas ce que c'est. Par contre, on sait que s'il y a une particule, il y a une onde associée. Mais d'où vient cette onde? Il y en a qui disent que ça vient de l'extérieur, de l'univers. Oui, la fameuse onde qu'on associée, voit d'où dans vient nos l'onde associée? télé, dans les radios qu'on tourne, on dit que c'est l'onde du Big Bang d'ailleurs. Si je me rappelle bien, mais... Bon, en tout cas, en général, on ne sait pas ce que c'est qu'une onde. Or, pour nous, il n'y a pas de problème. Hein. Mais quoi, une onde, on ne la définit pas comme un courant d'énergie? Moi, je vais vous le définir. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est mon père, il a sa photo sur le bouquin, qui a compris ça. Une onde n'est possible que s'il y a une alternance des polarités. Et pour qu'il y ait une alternance des polarités, il faut qu'une particule soit un aimant complet avec deux pôles. C'est-à-dire que quand une particule a deux pôles et elle tourne, eh ben, un coup on reçoit un champ nord, un champ sud, un champ nord, un champ sud, et avec une certaine rapidité. Un champ nord, un champ sud, un champ nord, un champ sud. Et ça, c'est des ondes différentes,
des vibrations différentes. Plus l'alternance des pôles est rapide, plus la longueur d'onde est rapide. Mais ça, c'est une onde qui est due à la rotation de la particule sur elle-même. Et pourquoi les particules tournent sur elles-mêmes? Parce que si vous mettez une particule ici, un aimant ici, un aimant là, ils vont se mettre en rotation. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ou bien ils sont trop près les uns des autres, ils vont tomber les uns sur l'autre, mais une fois qu'ils sont bien tombés les uns sur l'autre et qu'il y a une grande distance entre eux, lorsqu'ils arrivent au moment où ils pourraient se mettre leurs 4 pôles en alignement pour tomber l'un sur l'autre, eh bien, ils dépassent cette position pour les raisons simples. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Que la force d'inertie acquise lors du mouvement est supérieure à l'énergie magnétique qui les relie. Parce que la distance est très grande, la force magnétique est très faible, et le mouvement acquis au moment où ils se mettent en mouvement, parce qu'ils se mettent en mouvement progressivement, c'est des choses que les physiciens ne peuvent pas connaître, puisque pour eux il y a des particules positives, des particules négatives, qui n'ont aucune raison de se mettre en mouvement, ni de faire quoi que ce soit. Il n'y a que les aimants qui ont des raisons de se mettre en mouvement tout de suite. Vous mettez un aimant ici, un aimant là, tout de suite ils vont se mettre en mouvement et tomber l'un sur l'autre, sans consommer aucune énergie. Lorsque des aimants se mettent en mouvement, ils ne consomment aucune énergie, c'est d'énergie libre. C'est du travail gratuit. Chose que la physique refuse absolument. Donc il ne peut pas y avoir de dialogue entre la métaphysique et la physique, évidemment à cause de ça. Mais quand on a compris ça, on a compris pourquoi il dépasse cette position. Et après, on parlait tout à l'heure, la théorie de la dégravitation. La dégravitation, c'est lorsque les pôles en attraction commencent à s'éloigner. Chose que les physiciens ignorent, mais si les pôles commencent à s'éloigner l'un de l'autre, ils se dégravitent, c'est-à-dire qu'ils ne se freinent pas. Or, les 2 autres pôles à l'opposé commencent à chuter l'un sur l'autre, en chute accélérée. Et donc, l'inertie va être encore plus grande au deuxième tour. Donc, les pôles, quand ils vont arriver l'un en face de l'autre, ils vont s'éloigner encore plus vite. Ouais. Les autres vont se rapprocher encore plus vite, et ainsi de suite. Et ça va s'accélérer, s'accélérer, s'accélérer. Mais ça ne va pas seulement s'accélérer sur place, puisqu'ils sont libres dans l'espace. Pour équilibrer le travail, chacun va aller chercher le pôle de l'autre, pour aller le plus vite possible là où le pôle se présente. Quand un pôle comme ils tournent tous les deux, il va y avoir un contournement l'un de l'autre. Et en fait, ils vont se contourner comme ça, c'est-à-dire autour du centre de gravité commun du système. Et s'accélérer aussi, comme ça, puisqu'ils s'accélèrent en rotation, grâce à la dégravitation. Et une fois que les mouvements sont comme ça, lorsque, évidemment, le centre de gravité du système, il est dans le système solaire, par exemple, il est dans le Soleil, ou à la surface du Soleil. Donc on a l'impression que toutes les planètes tournent autour du Soleil, parce que le centre de gravité, il est là. Mais en réalité, ils tournent tous autour de leur centre de gravité commun, et le Soleil aussi tourne autour du centre de gravité commun du système. Bon, ça c'est pour, en 2 mots, expliquer comment naît un atome et comment naît un système planétaire. Évidemment, on ne peut pas dire ça en 5 minutes. Ouais. Ça vaut la peine d'étudier ça. Il faut des années il a fallu des années de recherche pour comprendre ces choses-là, et souvent il faut aussi des années pour l'assimiler totalement. Mais c'est extrêmement simple et c'est cohérent avec l'origine qui est magnétique, n'est-ce pas? C'est parce que tout ce magnétisme, toute cette impossibilité de l'infini, cette dualité d'origine, qui fait que c'est des particules, que c'est des aimants. Et si c'est des aimants, alors ils se mettent en rotation à tourner les uns autour des autres. Alors que physiquement, on n'a aucune raison de penser qu'une planète va tourner sur elle-même ou qu'elles vont tourner les unes autour des autres. Il n'y a aucune raison. C'est pas avec un Big Bang, en projetant les choses d'un seul coup, qu'elles vont se mettre à tourner les unes autour des autres et y rester surtout. Parce que même si elles étaient détournées un moment, ça durerait 5 minutes, et puis toutes les perturbations qu'il peut y avoir, le système se détruirait extrêmement rapidement. Et dans la matière encore plus, parce qu'on est tout le temps en train de perturber la matière. Donc ce système-là ne pourrait pas du tout fonctionner. C'est quoi alors la fameuse expansion de l'univers? Parce que ça, on la calcule. Alors, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais parce que l'expansion de l'univers, ça veut dire quoi? Qu'il y a une limite déjà, non? On ne peut pas parler de tout. Mais cette expansion de l'univers, elle est purement hypothétique. Ce qu'on observe, c'est le décalage spectral des galaxies. Voilà, qui s'éloignent de nous, c'est ça? Mais non, on a l'impression qu'on interprète qu'elles s'éloignent de nous parce que leur spectre est décalé vers le rouge. Alors on fait par analogie avec l'effet Doppler-Fizeau, qui date de 1800, je ne sais pas combien, 1848 ou quelque chose comme ça. Par analogie, on se dit, si leur spectre visuel est décalé vers le rouge, ça veut dire que les ondes s'allongent, alors que si elles étaient décalées vers le bleu, ça voudrait dire que les ondes se raccourcissent. Enfin, c'est un peu compliqué d'expliquer ça. Mais en réalité, ça n'a rien à voir, parce que l'effet Doppler-Fizeau, ça se fait dans l'air. C'est la vibration de l'air avec un son, et c'est des chocs. Et ça n'a rien à voir avec la lumière
ni avec la lumière, ni avec autre chose. Ce sont des interprétations, ce sont des pis-aller. On prend ça parce qu'on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Et c'est toujours comme ça. On donne des noms, on invente des théories, les unes qui vont se solidifier les autres. C'est des châteaux de cartes théoriques, tout ça. Et le fameux bruit du Big Bang, là, le fameux onde, c'est pareil. On mais, mesure une onde, en fait, on a dit que c'était ça, c'est tout. Mais il y a une espèce en tout cas, l'expansion, c'est pas parce que le spectre est décalé vers le rouge que c'est une expansion. D'ailleurs, il y a des étoiles, il y a des galaxies dont le spectre est décalé vers le bleu. Donc ça voudrait dire qu'elles se rapprochent de nous. Enfin, ça, c'est encore autre chose. Mais cette histoire l'expansion de l'univers. Ouais. Oui, bon, l'expansion, c'est tout à fait autre chose. On ne peut pas détailler ça. On ne pourrait pas convaincre une assemblée de choses comme ça en 2 minutes. C'est pas possible. Les ondes aussi, la fameuse onde qui traverse... Alors, le bruit de fond de l'univers. Voilà. Comment l'univers pourrait-il ne pas avoir cette lueur de fond? Et même qui n'est pas égale. C'est pas possible. Vous savez, le ciel n'est pas noir du tout. Le ciel est blanc. Et je vous dis pourquoi le ciel est blanc. Parce qu'on le voit noir tant qu'on ne voit pas les étoiles. Quand on commence à regarder le ciel très loin avec des forts instruments, on voit beaucoup plus d'étoiles qu'on en voit à l'œil nu. Donc il est déjà beaucoup moins noir. Mais si on avait des instruments suffisants pour voir à l'infini dans toutes les directions, forcément à un moment ou à un autre, on toucherait une étoile. Donc partout il y a des étoiles. Et donc le ciel est totalement blanc et pas du tout noir en réalité. Il n'est vu blanc que parce qu'on ne le voit pas. On ne voit que quelques étoiles. Parce que notre vue est limitée. Mais oui. Donc ça, c'est des illusions. Et donc, la lueur de fond de l'univers, évidemment, il y a une lueur de fond, puisqu'il y a des étoiles partout. C'est obligé. Mais bon, c'est pas la peine de rentrer dans ces détails. C'est beaucoup plus important de comprendre, je ne sais pas pourquoi on parlait de ça d'ailleurs. C'est par rapport à la question. Ce qu'il demandait par rapport aux atomes, puis on a un petit par rapport à l'onde. Voilà. Donc l'onde, elle vient de cette alternance des polarités. Et nous sommes constitués de tous ces atomes, entre autres. Enfin, nous sommes constitués d'atomes, de toute façon. Et notre façon de fonctionner aussi correspond à une certaine relation à l'infini. La relation à l'infini, c'est quoi? C'est mon état de conscience, c'est-à-dire à quel niveau, jusqu'à quel point j'accepte d'être l'univers ou je n'accepte pas d'être l'univers et donc je crois que je suis que mon ego. Et donc cette relation-là, c'est une vibration aussi. C'est une façon de fonctionner qui est une onde. Et je suis globalement cette vibration. C'est pour ça qu'il y a des atomes crochus entre des gens, il y a des gens qui s'entendent très bien, qui se comprennent très bien, d'autres pas du tout. Parce qu'ils n'ont pas la même vibration. Et les familles d'âmes qui se réunissent, on en parlait tout à l'heure, c'est des gens qui ont des vibrations semblables, qui ont une compréhension. En plus, on le sait identique. très vite, ça, quelqu'un, si on ne s'entend pas, il y a une espèce C'est immédiat. Ouais, D'ailleurs, on se recherche, même si c'est inconscient, on finit par se trouver. Et c'est cela qui fait que un jour ou l'autre, on rencontre les gens avec qui ça va coller. Et ces gens-là, c'est avec eux qu'on va constituer un corps, parce qu'il faut avoir une longueur d'onde identique. Alors, la question de l'auditeur, je ne sais pas ce qu'il voulait dire exactement, mais pourquoi on dirait que nous ne sommes pas une onde, puisque nous ne sommes pas de la matière. C'est pareil. Qu'est-ce qui nous ferait penser que c'est de la matière? On ressent de la résistance, des couleurs, des odeurs, tout ce que vous voulez. Ben, tout ça, c'est des sensations. Et ces sensations, c'est de la conscience. Sinon, ce n'est pas des sensations. Et ce sont des en fait, la table parce que ma conscience décide que c'est une table, en fait. Ou c'est quoi? C'est ça que ça voudrait dire. Là, par exemple, je pose ma main. Ma main ne va pas traverser ce meuble parce que c'est ma conscience qui m'en... Non, parce que si on était capable de traverser ce meuble, etc., il n'y aurait pas de limite. S'il n'y avait pas de limite, ça voudrait dire que l'infini est possible, or il ne l'est pas. Donc nous nous donnons des limites. Mais nous donnons toutes les limites. C'est-à-dire que nous avons cette limite-là, mais d'autres n'ont pas cette limite-là. Ils ont une autre limite. Et les particules, les matériaux qui constituent cette table, ils ont des limites encore beaucoup plus solides que les nôtres. Parce que nous avons une relation avec notre monde matériel, entre guillemets, qui est ce qu'il est. Mais un caillou, il a une relation avec les autres, avec le reste de son univers, qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus fermé, beaucoup moins évolutif, beaucoup moins rapide. Nous évoluons beaucoup plus vite
par rapport au monde qui apparemment nous entoure. On a l'impression qu'on évolue beaucoup plus vite. Mais c'est rien à côté de la vitesse qu'on aura quand on aura pris conscience de notre unité. On a l'impression que l'humanité tout entière, c'est un seul être. Le jour où on sentira ça, on circulera tellement vite, nous, ces êtres-là, ils circulent tellement vite qu'on n'a pas le temps de les voir, on ne les voit pas. Ben c'est pareil pour les cailloux, ils ne nous voient pas parce qu'on circule trop vite, on évolue trop vite pour eux. C'est exactement le même processus. Tout est un seul principe, tout est une seule réalité, un seul être qui se vit à des niveaux de conscience toujours différents, partout différents. Et à cause de ça, tout le monde est une onde, mais des ondes plus ou moins rapides, plus ou moins longues, plus ou moins, etc. Et qui vibrent à une certaine fréquence en plus. C'est ça. C'est la même chose. C'est important. C'est la même chose. Alors, je ne sais pas si tout ça est clair, mais enfin, j'essaye d'être aussi concis que possible, mais c'est tellement concis que c'est un peu compliqué. Alors, justement, on me dit, bonjour, monsieur Hatem, pensez-vous qu'une conscience unique et anime tous les êtres conscients de l'univers, un peu comme le microprocesseur d'un ordinateur qui anime tout un tas de programmes, la conscience est-elle Dieu? Alors, je dis non. On peut l'appeler comme ça, on peut considérer que c'est ça. Mais je dirais, il n'y a pas une conscience globale. Il y a une conscience qui ne se vit qu'à travers chacun d'entre nous. Il n'y a pas de conscience globale en plus, je veux dire. Il n'y a pas une conscience qui aurait conscience de chacun d'entre nous, comme on pourrait le penser pour Dieu. C'est pas ça dont je parle. C'est souvent ça dans les religions, on pense à une conscience supérieure au-dessus de la conscience. C'est ça, finalement. et moi ce que j'explique, c'est que cette conscience infinie, c'est le but, mais pas du tout une réalité effective. C'est ce vers quoi nous allons. Autrement dit, Dieu est le but de l'univers et non pas son origine. Dieu est le but de l'homme, l'homme est là pour réaliser Dieu, il n'est pas là parce qu'il serait tombé de Dieu, parce qu'il serait... On y va. Le fait d'être conscient montre qu'on ne peut pas être infini. C'est notre limitation. Si on pouvait être infini, on ne serait pas là. Oui. Si Dieu était possible, on ne serait pas là. Il serait point. Pourquoi il aurait besoin de nous? Il n'aurait pas besoin de nous. Nous avons besoin, nous sommes là parce que nous sommes nécessaires à la réalisation progressive de l'infini. Et c'est pour ça que nous évoluons, et c'est pour ça qu'il y a le temps, c'est pour ça que la vie change tout le temps, qu'on a toujours des nouvelles expériences, etc. Et c'est sans fin. C'est pour ça que la conscience est éternelle. Parce que la recherche de l'infini est éternelle. On n'atteint jamais. Parce que l'infini est une nécessité, mais n'est pas une réalité. C'est extrêmement simple, en fait. Ça demande quand même, évidemment... Ça veut dire que... Et donc, je peux dire que l'esprit, vraiment, je suis vraiment... Finalement, je suis qu'une onde. J'en viens, je pense, aux Indiens qui parlent de réincarnation. Donc là, c'est une onde qui... Oui, parce que cette onde, elle existera toujours. Comme le nombre 24 existera toujours. Voilà, ouais. C'est pas parce que demain, je vais me dire « Ah ben, je suis le 25, je suis plus le 24 » que le 24 aura disparu. Quelqu'un d'autre vivra le 24. La même conscience continuera de vivre le 24. Mais ce sera plus d'actualité. Je ne vivrai plus le 24, je serai le fait de vivre le 25. Alors je peux dire c'est de la réincarnation. Bah oui, on peut le dire, bien sûr, il n'y a qu'une énergie. Donc de toute façon, à partir du moment où il n'y a qu'une seule énergie, tout est réincarnation, toujours de la même énergie. Mais cette énergie a toujours des limites, une vibration spécifique, parce qu'il n'y a pas de vibration infinie. Il n'y a pas d'énergie infinie. Il n'y a pas de vitesse de la lumière infinie. Ça ne veut rien dire. Une vitesse n'est pas infinie. Si c'est une vitesse, c'est qu'elle est limitée. C'est qu'elle est limitée. Ben oui. Et si c'est une énergie, c'est qu'elle est limitée. Si elle n'est pas limitée, ben c'est plus une énergie. Ça veut dire qu'elle a atteint son but. Il n'y a pas d'énergie. Et ben, c'est pour ça que nous sommes tous l'incarnation, la réincarnation perpétuelle de la même conscience, qui va toujours vers son but. Donc évidemment, on a aussi l'impression que j'étais un jour le 24, demain je vais être le 25, après je vais être le 26, etc. On dit « Ah ben c'est moi ». Ben oui, mais à chaque fois j'ai changé d'ego. Il y a quelque chose qui reste, qui est quelque chose de commun à chacun d'entre nous qui reste. Et puis il y a des choses intermédiaires entre ce qui est commun à nous tous et ce qui est spécifique à chacun, des choses intermédiaires qui aussi subsistent entre le 24, le 25, le 26, parce qu'il y a une vibration semblable. C'est ça c'est ça qui fait qu'on est toujours là. Alors, on veut dire aussi, dans la mesure où l'univers serait issu d'un seul point, ne faut-il pas imaginer qu'il n'existe en réalité qu'une seule particule primordiale qui s'est presque infiniment différenciée pour engendrer tout l'univers? Tout ça pourrait être vrai si on ne disait pas ça au passé.
Parce qu'il n'y a aucune raison de penser que tout ça se passe dans le passé. C'est dans l'instant présent que ça se passe. C'est dans l'instant présent que l'infini est nécessaire. C'est dans l'instant présent que cet infini est impossible. C'est donc dans l'instant présent que se créent les particules, que se crée tout l'univers. À chaque instant, tout l'univers se crée et se recrée. C'est pour ça qu'on appelle notre théorie la théorie de la création perpétuelle. Parce que la création est perpétuelle. Il n'y a aucun problème pour ça, puisque ce n'est pas de la matière. Ce n'est pas de la matière, c'est de la conscience. Quand on rêve, on peut créer tous les univers qu'on veut, il n'y a pas de souci. Là, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas strictement la même chose, mais c'est le même principe. À chaque instant, je recrée la totalité d'un univers. Mais il est toujours différent du précédent. Parce que j'évolue toujours vers le but. Je ne peux pas m'arrêter d'évoluer. Je ne peux pas à 2 instants avoir le même univers. C'est impossible. Ce qui prouve qu'il n'y a pas d'univers. Et donc, qu'est-ce que je disais exactement ? Par rapport à La question, c'était... La question, en fait, c'est que, est-ce que l'univers, l'origine de l'univers, est-ce que tout avait commencé à un seul, oui. Voilà, en un seul point, un seul point avec une seule particule. Voilà, une seule particule. Il y a un seul point opposé à l'infini, c'est la conscience. Mais c'est maintenant, c'est pas dans le passé. Et cette conscience unique ne peut pas rester simplement le zéro opposé à l'infini. Il est obligé de s'identifier à quelque chose, parce que sinon, il serait infini. Il n'y aurait pas de... Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, c'est très difficile. Mais la conscience ne peut pas ne pas s'identifier à quelque chose, sinon elle serait infinie. Ouais. Sinon l'infini serait réalisé, il n'y aurait pas de conscience. Et donc, le fait qu'il n'y en ait qu'une, c'est vrai. Simplement, ce n'est pas dans le passé. On n'est pas descendu d'une particule unique pour petit à petit arriver à des particules multiples. Dans l'instant présent, la nécessité du un, de l'être, la nécessité de l'infini et l'impossibilité de l'infini qui engendre l'être, cela engendre la multiplicité des points qui tous sont créateurs de leur univers. En chaque point de l'infini, chaque particule crée son univers. Elle a en face d'elle les particules avec lesquelles elle va être en relation. Et l'autre particule, elle a créé son univers où il y a cette particule avec laquelle elle est en relation. Et nous, c'est pareil. Nous créons à chaque instant notre univers et nous sommes en relation, tant que c'est nécessaire, avec les choses que nous reproduisons dans notre univers, aussi longtemps que nous avons des expériences à vivre avec, avant de passer à une autre étape. Donc, tout ça se recrée tout le temps. Et nous recréons à chaque instant une nouvelle mémoire, une nouvelle mémoire, une nouvelle mémoire. C'est sans fin. Et il est logique d'imaginer des théories du genre de la particule unique quand on croit à l'objectivité des choses. Mais il n'y a pas d'objectivité des choses, c'est la conscience, c'est tout. Alors, on me dit aussi, là il y a beaucoup de questions, peut-on établir un parallèle entre la métaphysique et la philosophie bouddhiste ? On en fait beaucoup. Il y a énormément, mais pas seulement avec la philosophie bouddhiste, vous savez. C'est vrai qu'au niveau de la pratique au quotidien, du mode de vie, des relations avec les autres, ça ressemble beaucoup au bouddhisme, puisqu'il y a cette philosophie, cette acceptation des autres, et aussi ce respect des autres dont on a besoin autant qu'ils ont besoin de nous. Et on est là pour les aider à se réaliser. On n'est pas là pour les utiliser pour notre réalisation, c'est l'inverse. Donc ça, c'est plutôt bouddhiste. Mais quand je travaillais avec des maîtres de toutes les religions, ce qui m'est arrivé à certaines occasions, avec des maîtres du soufisme, avec des maîtres de la Kabbale, avec des lamas tibétains, avec tout ce que vous voulez, souvent ils me disaient « Ah bah tiens, depuis que vous parlez, je comprends mieux la Kabbale. » C'est normal. Ou alors ils disent « Jamais quelqu'un m'a parlé du Vedanta comme vous. » Et pour eux, c'était le Vedanta. Pour les kabbalistes, c'était la Kabbale. Pour les soufistes, mais je rencontre un maître du soufisme. Je dis ça en toute simplicité. Je ne dis pas ça pour me faire mousser ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le problème. La question est de comprendre que le fil d'Ariane, qui est l'essence de l'être, eh bien, toutes les religions, toutes les traditions du monde s'en sont approchés à un moment et à un autre. Et certainement que le Vedanta est celui qui s'en est le plus approché. Et dans la Kabbale, il y a énormément de choses qui sont très proches. On comprend beaucoup mieux la Kabbale quand on a compris la métaphysique qu'avant. C'est difficile de comprendre la Kabbale quand on n'a pas les éléments. Allez lire le Sefer Yetzira ou des choses comme ça, sans avoir une lecture métaphysique. Allez lire la table d'émeraude
d'Hermès Trismégiste. Si vous n'avez pas une lecture métaphysique, vous n'y comprenez rien. Mais si vous avez une compréhension métaphysique, ça vous paraît de soi. Vous comprenez tout. Évidemment, le haut est comme ce qui est en bas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les particules et le cosmos, c'est la même chose. Et ainsi de suite. Pour tout, c'est pareil. Toutes les traditions du monde sont des façons différentes d'atteindre, de s'approcher de la vérité. Et celle-ci en est une autre. Elle est moderne. La seule différence, c'est qu'elle est moderne et qu'elle va un petit peu plus loin, évidemment. Mais un autre jour, d'autres iront encore un petit peu plus loin, puisque de toute façon, c'est infini. Il n'y a pas de connaissance infinie. Il n'y a pas de compréhension infinie et absolue. Ce sera toujours une progression. Donc, ce que je raconte ce soir, il y a des gens qui disent « Ah, c'est génial, c'est ce que j'ai toujours pensé, je n'ai jamais réussi à me le formuler. » Ok, super. Il y en a d'autres qui disent « Je ne comprends rien, c'est un charabia, invraisemblable, insupportable. » Oui, mais il y aura un moment où on se dira c'était tout à fait vrai ce qu'il a raconté, mais maintenant on a dépassé ça. Peut-être dans 100 ans, dans 1000 ans, j'en sais rien, peu importe. Mais c'est pour ça d'ailleurs que c'est difficile à communiquer. Mais comme les religions aussi, toutes les traditions ésotériques sont difficiles à communiquer. C'est pour ça qu'on a écrit des mythes, on a écrit des histoires pour essayer de faire passer des principes qu'on n'arrive pas à déjà à se formuler soi-même correctement, mais alors après pour les communiquer c'est encore plus difficile. Donc là c'est exactement la même chose, ce sont des concepts qui sont difficiles, on essaye de les communiquer, mais la formulation ne sera jamais parfaite. Les principes sont les mêmes, on les retrouve dans le Vedanta, on les retrouve dans les Kabbales, on les retrouve ailleurs, on les précise un peu plus que d'habitude, c'est la première fois qu'on explique l'origine de la conscience, c'est la première fois qu'on explique en même temps l'atome, etc. Ok, ça c'est un progrès, c'est moderne. Mais demain, on en fera des choses encore mieux et on dira les choses, quelqu'un d'autre, peut-être parmi les gens qui nous écoutent, sortira les choses d'une façon beaucoup plus intelligente et beaucoup plus claire. Et on dira, bah ça y est, l'humanité a encore progressé, c'est super. On ne fait que ça, de toute façon. Et comme on est là pour se comprendre. Elle tend vers l'infini, donc ça va forcément évoluer, mais ça ne s'arrêtera sans arrêt. Ouais. Oui. Mais c'est ça qui est passionnant. Eh ben, on va faire la deuxième petite pause. Normalement, la régie, elle est prête, c'est bon. Non, je crois pas. Si, c'est bon. Eh ben, on fait la pause et puis on revient juste après. Et puis consacrer encore aux questions. De toute façon, il y a de quoi faire. Vous, la régie. Quel courage.